La mission de l'Esprit Saint, c'est... J'ai pas de mots. On dirait que, autant physique que mentalement, ils vont t'emprisonner dans tes pensées. Ils vont aller jusqu'à... Tu sais, même aller jusqu'à déformer ta façon de penser pour penser comme eux. Tu sais, ça vient rejoindre de loin, loin, loin. Mon grand-père, c'est un serviteur. Ma mère, elle est née là-dedans. Tu sais, c'est le père à ma mère. Fait qu'elle est née là-dedans. Tu sais, je suis née dedans. Puis, tu sais, ça va de génération en génération que ça rentre dans le mental. Tu sais, puis physique. J'ai toujours pensé que c'était pas normal. Quand on quitte une secte, c'est une chose difficile. Fait que du jour au lendemain, tu te retrouves plus de famille, plus d'amis. La scolarité des filles est jugée superflue. Notre futur, c'est se marier, avoir des enfants jusqu'à ce que ton corps le permet plus. En 2023, il y a une jeune fille qui m'a contactée via Messenger. C'est une jeune fille à qui j'avais parlé 4 ans auparavant, lorsqu'elle avait 14 ans. Elle venait à cette époque-là de quitter sa famille, de quitter la mission de l'Esprit Saint parce qu'elle n'en pouvait plus de vivre dans ce contexte-là. Et 4 ans plus tard, donc le jour de ses 18 ans, elle a décidé d'entrer en contact avec moi à nouveau pour me dire « Écoute, Marie-Christine, j'ai 18 ans, je suis majeure, je suis prête à témoigner devant la caméra et à dénoncer ce mouvement-là qui, selon moi, a brisé ma vie. » Aussitôt que mon père était fâché, c'est nous qui écopait. Puis à toutes les fois qu'il rentrait à la maison, c'était... Puis là, le cœur qui fait boum, 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 boum. Quand il passait derrière moi, c'était le cœur qui fait boum, 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 boum. Est-ce qu'il vous battait régulièrement, votre père? Ben, ça... souvent. Ça arrivait souvent. Puis vous battez avec quoi, comment? Ses mains, sinon, pendant un moment, ça a été beaucoup la ceinture. Tout le temps la ceinture. Tu fais un péché, ben c'est une claque. C'est un coup de ceinture dépendant de ce que t'as fait. À toutes les fois qu'on nous grondait, qu'on nous chicanait, c'était tout le temps par rapport à qu'on fait quelque chose de pas correct vis-à-vis Dieu puis la mission. C'était souvent ça. Quand tu faisais pas ce que tes parents te demandaient, c'est sûr que genre ils criaient après puis ils te frappaient. C'est comme ils apprenaient à éduquer les enfants. Puis mon père, c'est quand on disait une connerie ou on se chamaillait ou qu'on voulait pas dormir, juste pas dormir le soir parce qu'on niaisait, tu sais. On était quatre dans la même chambre, genre, il nous montait tout en haut, nous mettait en ligne puis nous frappait avec la ceinture, genre, jusqu'à temps que nos fesses étaient bleues, là. Puis ma mère, c'est la même chose, elle nous étranglait, elle nous donnait des coups de poing quand on l'écoutait pas. Puis quand on disait, mettons, on sacrait ou quoi que ce soit, elle nous faisait manger du savon. Fait qu'on on a mangé pas mal de savon quand on était jeunes, là. Si tes parents ils ont vécu la même chose, pour eux autres, dans leur tête, c'est comme ça que tu élèves tes enfants. Fait que, tu sais, mes parents, je savais qu'ils ont aussi dans leur jeunesse, dans le temps, c'est comme ça que t'éduquais tes enfants, tu les frappais. Fait que pour eux autres, mentalement, c'est comme ça que t'éduques tes enfants, tu les frappes. Même mes grandes sœurs, nous frappaient quand on était jeunes, là. Fait que, c'était pas juste les parents, là. Ils voient les parents frapper les enfants, fait que les autres ils pensent que c'est normal, ils vont te frapper aussi, là. Pour nous, c'était tellement normal de se faire battre que, tu sais, on se faisait battre pour rien. Tu sais, mettons, on dormait 4 dans la même chambre, puis mettons qu'on niaisait, on voulait pas se coucher, puis mon père nous faisait tout monter en haut pour... Puis on savait qu'est-ce qui allait arriver, là, il nous frappait avec un bâton. Fait que mes soeurs et moi, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait 3-4 paires de pantalons, puis on montait en haut, puis on était déjà prêtes. Puis après ça, on disait qui avait eu plus mal, qui avait eu moins mal. T'sais, pour nous autres, c'est rendu comme... C'était drôle, là. Fait que on faisait tout le temps ça. Fait qu'on se couvrait plus pour avoir moins mal, puis après ça, on trouvait ça drôle parce que celui qui a eu moins mal que l'autre, là. Des fois, j'avais des bleus. Il y a une fois que mon père, j'avais 7 ans, mon père m'avait tellement frappé avec un bâton sur les fesses que j'avais les fesses mauves. J'étais plus capable de m'asseoir. Juste l'eau, ça brûlait, puis sinon, tu sais, des étranglements, des coups de poing au visage, ça faisait mal. C'est pas dénoncé parce que c'est tout renfermé. Tu n'as pas de monde de l'extérieur avec qui parler, avec qui dénoncer. Fait que tu penses que tout le monde vit la même chose, fait que c'est normal pour toi, là. Fait que tu peux pas parler de ça à personne. T'sais, tes parents vont dire que c'est normal, puis ils vont dire que c'est pas vrai.
Fait que t'as peur de leur réaction, t'as peur d'en parler. Là. Fait que c'est pour ça que personne n'en parle. Toute forme de violence là, qui se passerait à l'intérieur de la mission, moi, de ce que j'ai été consciente, c'est qu'on n'en parle pas. C'est pas quelque chose qu'ils vont t'enseigner de faire, mais c'est accepté. C'est accepté parce que c'est tout le temps dans le jugement que la personne le mérite. Fait que dans toute forme d'abus qui se passe à l'intérieur, jamais qu'il y a quelqu'un qui va dire « Hey, ça se fait pas à un enfant ». Je dis pas que toutes les familles, les hommes battaient leurs enfants, mais plusieurs, oui, puis c'était accepté. Je suis convaincue qu'il y a bien des choses qui se disent pas à cause que c'est très fermé. J'ai pensé souvent au suicide, à me suicider plus qu'une fois, jusqu'à temps que j'aie un déclic, que j'en avais juste assez puis je voulais juste partir. Je parlais beaucoup à du monde à l'extérieur. J'avais eu mon premier téléphone à 13 ans, justement, puis je m'installais des jeux en ligne. Fait que je parlais à du monde qui habitait à Québec, qui habitait en Europe, un peu partout. Puis je voyais comment leur vie était, c'était le fun, puis moi, je leur disais un peu comment c'était quoi ma vie, puis les autres trouvaient ça pas normal. Fait que c'est vraiment genre, plus que j'en apprenais, plus que j'avais le goût de sortir, plus que j'avais le goût de voir le monde à l'extérieur. Évidemment, chaque famille au sein de la mission de l'Esprit Saint, peu importe les factions, va appliquer les règles de façon différente. Il y a des familles où on est plus sévère, plus strict, et il y a des familles qui vont permettre aux enfants d'avoir une certaine ouverture vers le monde extérieur, donc permission d'aller sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et ça, bien, ça peut permettre à l'enfant ou au jeune, à l'adolescent, de se rendre compte que ce qu'il vit à la maison, c'est peut-être pas normal. Quand t'es mineur, c'est très difficile de vouloir partir toute seule. Là. Fuguer. Exactement. Une fois, je parlais avec un gars, ça faisait un petit bout, puis il avait la même âge que moi. Puis la dernière semaine, j'avais dit qu'on se faisait battre, qu'est-ce que je vivais là-dedans. Puis lui, il en avait parlé à ses parents, puis ses parents, ils ont décidé que c'était pas normal ce que je vivais là, fait qu'ils ont décidé de vouloir venir me chercher, puis m'emmener chez eux. C'était déjà prévu qu'ils venaient me chercher chez mes parents le soir, un peu mieux de la nuit, sans que mes parents s'en rendent compte. Fait que mon sac était déjà prêt. Puis à 1h du matin, on m'a dit mes parents sont là. J'ai pris mon sac que j'avais caché en dessous du lit, je suis sortie par la fenêtre de ma chambre. Puis j'ai couru dans le cours, puis la voiture était là, puis je suis partie, puis on est arrivé à Québec. Évidemment, mes parents, ils avaient appelé la police comme quoi j'étais partie. Puis j'avais appelé la police pour comme quoi que j'étais en sécurité, puis que les raisons pourquoi j'étais partie de là, pour leur expliquer tout. Ils m'ont inscrit à l'école publique quand je suis arrivée à Québec. Ils ont fait un accord avec mes parents. Mes parents avaient encore ma garde légale jusqu'à mes 18 ans. Puis, mais vu qu'ils ont accepté que je restais là-bas. Au début, ils ont essayé de me convaincre de revenir, que c'était pas correct ce que je faisais, que j'étais jeune. Puis là, tu sais, moi, ils savaient pourquoi je voulais plus revenir. Tu sais, le battage, puis toutes les rencontres qu'on avait, puis je leur disais que je voulais pas revenir, c'était mon choix. Puis après ça, à mes 16 ans, mon père m'a appelé en pleurant, puis il dit « Je voudrais que tu ailles vivre chez ta tante jusqu'à tes 18 ans au moins. » Mais tu sais, moi, ma décision était déjà prise. Je voulais pas retourner là-dedans. Plus loin que j'étais de là, mieux j'étais. Là. Dans la mission, t'as pas d'éducation sur comment faire des enfants, sur les moyens de contraception. Tu sais pas que ça existe des moyens de contraception parce que c'est contre la nature de pas vouloir mettre un enfant au monde. Quand t'es jeune, comme tout enfant, tu découvres ton corps. Tu sais pas comment ça fonctionne. Tu vois à la télé, mettons, des personnes s'embrasser, tu vois des choses. Fait tu apprends à te découvrir toi-même. Mais tu sais, tes parents, c'est tellement un sujet tabou. Personne ne parle de ça. Tu sais pas comment réagir, tu sais pas comment ça fonctionne. Fait que, tu sais, là-dedans, la seule manière que tu apprends, c'est sur tes frères et sœurs. C'est beaucoup les frères apprenaient leur sexualité sur nous autres. Ils nous montraient de la porn, puis genre, ils nous montraient que c'était ça, puis les autres, ça se crassait en nous regardant. Puis ça nous obligeait, mettons, à les toucher, puis à montrer c'était quoi, genre, faire l'amour. Moi, je pensais que c'était normal. T'es jeune, ils te disent genre, « Ah, je vais te donner ça si tu fais ça. » Fait tu le faisais, tu vois, pour toi, c'était normal. Tu le faisais, là. Moi, quand je l'ai dit à ma mère que mon frère m'avait montré son pénis, elle me frappait puis elle me dit « T'en parles à personne. » Fait que pour eux autres, l'éducation, c'est exactement ça. Fait que, pour elle, c'est normal, t'en parles pas, c'est comme ça que t'apprends ta sexualité, là.
Ce genre de situation-là, du grand frère qui touche ses petites sœurs, c'est arrivé dans plein de foyers. Mes amis, c'est arrivé dans leur famille. C'est quelque chose de fréquent. C'est pas un phénomène qui est relié à la mission de l'Esprit Saint. Je pense pas que les gens de la mission de l'Esprit Saint sont plus criminels que d'autres gens. Je dis juste qu'ils sont moins éduqués et ouverts sur le monde. Donc, les abus vont arriver à ce moment-là. Moi, je me suis souvent rendue au palais de justice pour des membres de la mission de l'Esprit Saint qui étaient accusés de voies de fait sur enfants, abus sexuels. C'est propre à la mission de l'Esprit Saint, mais on sent qu'il y a une concentration de problèmes intrafamiliaux dans la mission de l'Esprit Saint. Est-ce que c'est parce que, justement, il y a un silence, il y a une loi du silence, on dénonce pas? Comment t'expliques ça? Le monde à l'extérieur de la mission est satanique. Donc, selon les serviteurs, évidemment qu'il leur est inconcevable de dénoncer des abus physiques ou sexuels subis par des enfants dans une famille. Ils vont garder ça caché. Lorsque un problème existe avec une famille, les serviteurs vont en privé aller en parler aux parents pour que ça se règle. C'est une déception parmi d'autres quand j'ai réalisé que les serviteurs n'avaient pas à cœur le bien-être physique et moral des enfants. Pour eux, là, c'est pas grave s'ils sont emprisonnés à la maison, négligés, battus, sans éducation, sans contacts sociaux, si ça peut garantir leur endoctrinement et les préserver des mauvaises influences. Et peu importe ce qui se produit, les serviteurs jamais ne vont proposer à quiconque d'aller dénoncer des abus vécus par des enfants. Tout ce qui peut se produire dans la secte va rester à l'intérieur, va rester caché, secret. C'est une prison. C'est un emprisonnement mental dont il est extrêmement difficile de se sortir. J'ai été victime d'abus sexuels par une personne de mon entourage, assez proche. Les abus sexuels ont duré de quand à peu près? J'ai pas d'âge, ça a tellement duré longtemps, depuis tellement longtemps que je peux même pas te nommer d'âge. Je peux même pas te dire exactement la première fois qu'il l'a fait. Je peux même pas te le dire. Puis depuis que j'avais 9 ans, je faisais de l'automutilation, puis tu sais, c'était pas gros, tu sais, c'était pas souvent, mais tu sais, ça m'arrivait, puis plus je vieillissais, plus c'était souvent, plus c'était plus profond. Je me faisais du mal parce que j'étais pas bien là-dedans. La mission, ça... Tu sais, quand j'étais plus jeune encore, je partais de chez nous, je m'en allais marcher, puis là, j'étais comme « Ah, ça va être qui ma nouvelle famille? » Puis j'ai toujours décidé de vouloir partir. Moi, mon rêve plus jeune, c'était de partir puis vivre ma vie. Tu sais, c'était tout le temps plein d'émotions à garder pour soi, en accumulation. Il y avait la personne qui m'abusait, mes parents, il y avait la secte, tout ça a fait que peu à peu, je me suis dit, c'est impossible que ça aille bien le jour. On dirait que la mort devenait plus en plus une bonne idée pour m'échapper de tout ça, parce qu'on dirait que c'était tellement imprégné, genre... Tu sais, ma famille, mes frères, mes soeurs, mes oncles, mes cousins, mes cousines, mes grands-parents, tout ça, là, c'est là-dedans. C'est... Je voyais juste la mort pour me sortir de là. As-tu des cicatrices? Oui, j'en ai là. J'en ai dans le haut du bras, ici, sur la cuisse, sur les jambes, parce que... Ben, dans les cuisses, c'est parce qu'il fallait pas que mes parents le voient, là. Mais... Mila Rose me touche tellement par sa vulnérabilité, mais aussi par sa force. Elle a passé à travers tellement d'épreuves. Elle a seulement 18 ans. Et quand elle nous raconte son histoire, pendant l'entrevue, on a tous été soufflés par ce qu'elle a vécu. Puis aujourd'hui, de la voir assise devant nous, puis nous raconter son histoire, elle y tient, Mila Rose, parce qu'elle veut éviter à d'autres enfants comme elle de traverser ce qu'elle a vécu. 2 semaines après environ mes 14 ans, j'ai décidé de le dire à mon père. Ça faisait des années que ça durait. Il me croyait pas, je mentais. Ça l'a fini que j'étais la menteuse puis je devais aller me coucher.
Puis à partir de ce moment-là, il fallait que je trouve un moyen de partir. C'était fini pour moi. N'importe quel moyen, n'importe quel. Je partais, ça c'était sûr. Cette soirée-là, il y a ma cousine qui décide de me texter, Laura. Ça fait 4 ans déjà qu'elle est partie de la mission. Moins d'une heure après, on avait déjà tout le plan. Je me rendais... C'était une sorte de dépanneur, un SO. Puis il y avait un bus qui passait par là. J'ai pris 60 pièces, j'ai pris du bain et du change dans le pot de change. Puis après, je suis descendue, j'ai mis des couvertures en dessous de ma couverture. J'ai pris mes bottes, mon manteau, l'argent. Je suis partie par la petite fenêtre. J'aurais aimé ça que, à 13 ans, je sais pas comment dire, mais que j'aille pas à crier à l'aide puis qu'on me sorte de là. Quand on parle d'un groupe sectaire, on parle d'un mouvement relativement fermé sur le monde extérieur. Ça veut dire quoi? D'arriver à accéder à l'information sur les torts que certains membres peuvent vivre à l'intérieur, c'est excessivement difficile. Plus un cercle est fermé, plus la possibilité d'abus est élevée. Parce qu'il n'y a pas possibilité, effectivement, d'aller vers l'extérieur et nommer ce qu'on vit. Donc, on est plus à risque d'abus. Ça ne veut pas dire que c'est automatiquement de l'abus, qu'il y en a automatiquement, mais oui, on peut être plus à risque d'abus dans un milieu fermé. Puis ce qu'on sait dans plusieurs de ces mouvements-là, le membre qui vit la victimisation va être responsabilisé pour ce qu'il a vécu. Donc, il n'y a pas beaucoup à l'intérieur d'éléments qui vont l'aider à mettre des mots sur la victimisation qu'il vit, puis à en faire sens, puis à aller chercher de l'aide qui va être réellement aidante. Il ne faut pas nier que le silence qui est imposé par le groupe favorise le silence sur les torts qui sont subis par certains des membres dans ces communautés-là. T'as-tu trouvé une soupe à ton goût? Oui. Ça, c'est chez ma grand-mère. Il y en a toujours eu cette maison-là. Moi, je peux penser, là, avec le footage, là, l'image, qu'on revenait sûrement d'une assemblée parce qu'on est tous habillés assez chic là-dessus. Donc, ça devait être un dimanche, puis après, on est allé chez ma grand-mère. Ma grand-mère encore. C'est ta grand-mère qui vous a tous fait rentrer? Oui. C'est la première? Bien, ma grand-mère et mon grand-père. C'est parce que j'ai pas connu mon grand-père, là, mais ma grand-mère David, la mère de mon père, oui, les deux ont rentré là-dedans. Dans le début, là, que quand même, Jeanne Richer-Di-La-Flèche débutait la SEC, là, 1920, là, dans ces années-là. Ça fait quelques semaines, je veux pas que je repense à tout comment qu'on a cru, comment qu'on a été élevé, éduqué. Je vais utiliser le mot endoctriné, qu'on a tellement cru qu'on était dans quelque chose de rassurant, de quelque chose de vrai, qu'on était privilégié. Puis de voir 25 ans plus tard où est-ce que j'en suis par rapport à ça, c'est difficile de voir les deux mondes, les deux vies. Pour moi, c'est deux vies, complètement. Encore en 2024, on voit des jeunes femmes qui se marient à l'âge de 16 ans parce que dans la mission de l'Esprit Saint, il y a une énorme pression chez les jeunes femmes pour qu'elles aient des enfants, de nombreux enfants, tout ça dans le but de créer le bébé parfait, l'enfant parfait. Il y a des jeunes femmes, Richard, Christelle, qui se sont mariées très jeunes, mais on parle de mariage avant la majorité. Pour moi, mon adolescence, j'étais comme... Je me sentais en retard, parce qu'à 14 ans, je n'étais pas mariée. Donc, à 16 ans, j'ai rencontré cet homme-là, parce qu'il avait 10 ans de plus que moi. Et après quelques mois, on a décidé de se marier. Puis, ça a été pas mal... je sais pas, de se marier sans vraiment se connaître. Je veux pas, là. C'était comme ce que je devais faire. On est ado, mais dans la mission, on pense qu'on est une femme.
Parce que depuis qu'on est si jeune qu'on attend ça, puis qu'on se le fait dire, donc c'était comme si j'avais dans la vingtaine, puis que c'était le temps, là. J'étais même en retard de me marier. Quand, depuis notre enfance, on entend le discours que c'est ça l'idéal à atteindre, que c'est ça le rôle des femmes, ben les enfants dont la socialisation va avoir le mieux fonctionné, ben les jeunes filles vont accepter de se marier à cet âge-là. Elles vont comprendre que c'est leur seul rôle. Au Canada, l'âge du consentement sexuel était à 14 ans, donc les jeunes filles, dans la mission de l'Esprit Saint, se mariaient à ce moment-là. C'est que maintenant, la loi canadienne nous dit que l'âge du consentement sexuel, c'est 16 ans. Dans la majorité des provinces canadiennes, on a augmenté cette loi-là. Là, on dit qu'on peut se marier sans le consentement de nos parents à l'âge de la majorité, donc 18 ou 19 ans, selon les provinces. Au Québec, si on veut se marier à 16 ans, bien, ça prend l'approbation d'un juge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type de groupe-là vit relativement isolé. Donc, si une jeune fille se marie à l'âge de 14 ou 16 ans, et que le mariage devient légal à 18 ans, bien, personne ne le sait comme collectivité. Ces communautés-là sont fermées. Donc, le mariage peut être célébré dans la communauté, puis être célébré d'une perspective légale plus tard, là. Les mariages dans la mission pourraient se faire très jeunes s'il n'y avait pas la loi qui empêchait le mariage en bas d'un certain âge. Parce que selon Eugène, les filles sont prêtes à marier à 14 ans et les jeunes hommes à 16 ans. Quand on arrive à l'âge de 14 ans pour la jeune fille, puis 16 ans pour le jeune homme, c'est là qu'on peut commencer à fréquenter des gens dans la mission de l'Esprit Saint. Le processus de fréquentation, comment il fonctionne dans la mission, vous avez un délai de 3 mois pour fréquenter votre copain ou votre copine. Puis chaque rencontre que vous allez avoir avec votre copain ou votre copine va être supervisée par quelqu'un d'autre, ce qu'on va appeler un chaperon. T'as tout le temps soit un petit frère, une petite sœur qui tu partout pour te checker si t'embrasses pas, si tu t'aimes pas la main, tu fais pas de câlin, rien, là. Puis juste pour vraiment te checker, puis tu sors avec 1 mois, 2 mois, puis après ça, tu te maries, là. Si 3 mois s'écoulent puis vous n'avez pas fait votre demande en mariage, demandez la main de la jeune fille au père. Il faut cesser la fréquentation puis partir chacun de son côté. C'est inconcevable de se marier avec un non-membre. Inconcevable selon la doctrine. Couplez ça au fait que c'est difficile de convaincre quelqu'un du monde de se convertir. Eh bien, souvent le choix est maigre, souvent le choix se fait parmi les gens qui ne sont pas apparentés à notre famille. Et malheureusement, il y a beaucoup de mariages consanguins, de par le fait que le groupe est petit. Le dating adolescent dans la mission, ben dans le fond, t'as pas beaucoup de choix. Parce que, tu sais, on est quand même très restreint. Si, mettons, on est 500, il y a quelques familles et la plupart des familles sont toutes cousins-cousines. Fait que pour certains, c'est plus dur. Comme moi, ma mère était venue de l'extérieur, ça m'ouvrait un petit peu plus les portes. J'avais pas les 2 parents qui étaient parenté avec un peu tout le monde. Fait que j'avais un parent parenté avec certains. Fait que ça me laissait un petit peu plus de choix. Mais pas beaucoup, là. Tu sais, j'avais peut-être comme 4 garçons de mon âge environ que je pouvais sortir avec eux. Tu choisis dans les 4 personnes. Puis c'est ça. Là, tu te rencontres. Mais tu sais, le but de la rencontre, c'est que tu sais que tu vas finir par te marier. On le sait que c'est ça, les deux. Est-ce que vous vous entendez bien? Oui, OK. Mariage, s'il vous plaît. Faites ce que vous avez à faire, puis ayez vos enfants et soyez heureux. Dans la mission, le poste de Saint-Paul, moi, où j'ai grandi, le mariage au civil n'était pas une obligation. On faisait tout simplement une cérémonie où le serviteur accordait le mariage, bénissait les entrailles de la jeune femme. Mais la suite, côté paperasse, côté civil, n'était pas nécessaire. Donc moi, techniquement, j'ai jamais été marié au civil. Là, l'affaire, c'est que je me suis marié 2 fois dans la mission. J'ai eu une séparation. La fille est partie de la mission. Puis ça, c'est quand j'avais 16-17 ans, j'ai pas eu d'enfant avec elle. J'ai été 2 ans célibataire. Là, j'avais 20 ans. Là, j'ai été en couple avec la mère de mes enfants. Il m'est arrivé de célébrer des mariages dans la mission de l'Esprit Saint. Ce sont des événements très sobres. Simplement, ça dure environ 15 minutes.
Et les gens sont mariés. Le mariage dans la mission, c'est une cérémonie qu'on fait, mais c'est pas... tu te maries pas en blanc. Tu fais pas une fête de danse après. Là. Nous, c'est comme le soir, dans une assemblée normale. Lors d'une assemblée où il va y avoir un mariage, eh bien, les serviteurs orientent leur discours vers l'utilité du mariage, son importance pour Dieu, pour la mission de l'Esprit Saint. Puis après ça, l'assemblée continuait normalement. Là, les deux mariés, ils allaient se rasseoir, écoutaient le reste de l'assemblée, puis après, on rentrait à la maison. Puis là, tu rentrais pour la première fois dans ton appartement avec ton mari et la vie commençait. Ça, c'est mon premier album de mon premier bébé. Dans le fond, quand j'étais enceinte, j'étais toute jeune et toute petite. Et ça, c'est la journée que j'allais accoucher. Je voudrais pas que ça arrive à mes enfants, nécessairement. S'ils choisissent d'avoir des enfants jeunes, c'est correct, ça me dérange pas. Mais d'avoir le choix. Le rêve de la petite fille, c'est d'être une maman. Alors, j'ai jamais rêvé à autre chose qu'être une mère. C'est ce que j'ai réalisé à 25 ans quand je suis partie, qu'on m'avait empêché de rêver à qui je voulais devenir. Tu te poses jamais cette question-là, parce que la femme, c'est destiné à être une maman, elle va être une maman, elle va avoir sa maison, son mari et tout. Donc, t'as pas de rêve autre que ça. Donc, j'ai pas rêvé à part être une maman. Qui peut procréer, mettre au monde des enfants, ce sont les femmes de la communauté. Donc, on veut qu'elles commencent le plus rapidement possible pour qu'elles en aient le plus longtemps possible. Donc, vraiment, ce qu'on essaie de faire, c'est de socialiser les jeunes filles pour désirer cet élément-là, c'est-à-dire devenir une femme qui va avoir beaucoup d'enfants. Nous, les femmes dans la mission, on est là pour avoir des bébés. On est là pour être soumises à l'homme. On est là, on n'a pas de choix. On n'a pas d'études, nous, on est juste là pour procréer. Je suis dans une famille de 17 enfants. Ma mère s'est mariée à 14 ans, elle a eu son premier bébé à 15 ans. Je suis la 7e, 3e plus vieille des filles. Fait que c'est pas mal, en vieillissant, c'est pas mal moi qui s'occupais de tous les petits derniers à la fin. Là. À 13 ans, j'ai arrêté l'école. Je m'occupais juste des enfants tous les matins. Puis pendant que ma mère dormait, puis mes sœurs aussi dormaient. Dans le fond, je me levais à 6 h le matin. Je faisais à déjeuner tous les enfants. Des fois, quand il y avait le bébé, j'avais le bébé dans les bras, je le faisais boire. Puis je m'occupais, je mettais la télé après. Après ça, il fallait faire le ménage. Puis après ça, il fallait comme habiller les enfants. Après ça, c'est le dîner. Je faisais toujours les dîners. Tout le temps des grilled cheese pour le dîner pour les enfants. Fait comme ça, l'après-midi, tout le monde me faisait l'école. Après ça, au souper, ben là, on faisait le souper. Puis je donnais toujours les bains aux enfants après le souper. Moi, je me couchais quand tout le monde dormait. Puis ma mère, elle voulait jamais se lever. Fait que quand le bébé pleurait, c'était moi qu'il fallait qu'il reste debout jusqu'à temps que le bébé dort. Fait que puis après ça, je me couchais comme minuit et demi. Pour ça, ma journée recommençait à 6 h le matin aussi. Là. Je savais un peu comment ça fonctionnait être maman. Moi, en tant que fille, je m'occupais beaucoup de mes petits frères et mes petites sœurs. Quand mes parents n'étaient pas là, je devais les garder. Pour les plus jeunes, je changeais les couches, je donnais les bains. T'avais quel âge à ce moment-là? Quand j'étais rendue assez grande pour changer des couches, j'irais vers 9-10 ans. Là, je commençais à changer les couches de mes plus petits frères, mes plus petites sœurs. On m'a donné des responsabilités de mère très jeune, puis on me montrait aussi, pour que je prenne exemple, quand que ça allait être mon tour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la mission de l'Esprit Saint, la pérennité du groupe est surtout assurée par la naissance de nouveaux enfants. OK? Donc, c'est pour ça que les jeunes filles vont vivre une pression à s'engager dans ce cheminement-là, de rencontrer quelqu'un, se marier, avoir des enfants. La mission de l'Esprit Saint veut croître à l'infini. Et donc, les valeurs qui sont promues parmi les membres, c'est d'avoir de très grandes familles, d'élever des enfants à Dieu. Ce qui est en corrélation avec la doctrine elle-même, selon laquelle c'est grâce à l'enseignement du Maître que nous enfantons des enfants nés des enfants de Dieu, mais nés de la terre.
Quand j'ai eu mon premier, j'avais 18 ans. Dans le fond, de 18 à 25 ans, j'ai eu mes 6 enfants. Entre ça, j'ai eu une fausse couche aussi. Fait que dans le fond, j'ai eu 7 grossesses de 18 à 25 ans. Le 6 enfants dans la mission, c'est une jeune famille. C'est une petite famille. Étant début, il y avait beaucoup de familles qui avaient plus que 10 enfants, voire jusqu'à 20, plusieurs familles. La mission de l'Esprit Saint est basée sur la parole d'Eugène Richer dit La Flèche et les quelques serviteurs qui ont suivi par la suite. Donc, l'ensemble de leurs croyances est ancré dans des connaissances, une compréhension du monde qui date des années 1900 ou au début des années 1900. Donc, même si le temps passe, c'est toujours ces mêmes valeurs-là qu'on essaie de maintenir, les valeurs traditionnelles. Donc, la mission devient une société patriarcale dans laquelle on souhaite que la femme ait un rôle traditionnel et l'homme soit le pourvoyeur, l'éducateur. Les valeurs de la mission de l'Esprit Saint sont celles qu'on pourrait attendre de n'importe quelle communauté religieuse qui tire son enseignement de la Bible et surtout du Nouveau Testament. Donc, le rôle de l'homme et le rôle de la femme sont les rôles traditionnels qu'on connaît tous. La femme qui doit rester au foyer doit être soumise à son mari, c'est-à-dire accepter que son mari porte la responsabilité des décisions dans le couple, dans la famille. Donc là, la femme, elle est passive ou attend de recevoir les enseignements. Elle a certains rôles, des rôles qui sont, je dirais, genrés. Vraiment tenir le foyer, un peu comme l'image de la mère des années 50, là, c'est-à-dire la femme à la maison qui s'occupe de ses enfants. La différence entre l'homme et la femme, c'est que c'est la femme qui porte le bébé. L'homme, il est plus comme le pourvoyeur de la famille. Fait que, tu sais, lui, il va travailler, il entretient pas la maison, il va pas vraiment aider parce que ça, c'est le rôle de la femme. Fait que souvent, même si t'as plusieurs enfants, le papa, il contribue pas tant que ça à aider la famille. Là. Lui, il va travailler. Quand il arrive, son repas, le ménage, le lavage, tout doit être fait. Sinon, tu fais pas ta job. Là. C'est un peu comme ça, là, on vit comme dans les années 50 où est-ce que, tu sais, la femme, elle a pas beaucoup d'éducation, puis elle connaît pas plus que s'occuper d'une maison puis des enfants. C'est une réalité d'une autre époque. Quelle date on a aujourd'hui, Théo? On est le 16 avril. Et qu'est-ce que ça représente, le 16 avril, dans la mission de l'Esprit Saint? Le jour de l'an. Étonnamment, c'est pas un. En gros, c'est la naissance du créateur de la mission de l'Esprit Saint, Eugène Richer dit La Flèche. Qu'est-ce que vous faites le 16 avril? Puis ça, c'est peu importe le poste, peu importe la mission, il y a toujours des célébrations. Quand va arriver le 1er janvier d'une nouvelle année, on va pas fêter. OK. On peut dire bonne année à nos collègues de travail, mais on va pas se dire bonne année entre nous, puis on va pas se souhaiter des vœux. Tout ça, on va le faire le 16 et le 17 avril. Là, on s'en va où? Là, on s'en va à Saint-Paul, un poste de la mission de l'Esprit Saint où j'ai grandi. Alors, on est tout juste devant la salle de la mission de l'Esprit Saint de Saint-Paul. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici aujourd'hui? Bien, je suis assez serein avec l'idée parce que je me dis que j'ai grandi là. Puis aujourd'hui, ça fait 5 ans que j'ai quitté la mission de l'Esprit Saint. Puis je préfère affronter ça face à face plutôt que de pas en parler puis de faire comme si ça n'avait jamais existé. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement le 16, le 17 avril ici? C'est une célébration tout simplement là, pour le Créateur. Il va y avoir une soirée le soir, le 16 avril, puis le lendemain, le 17 avril dans l'après-midi. Une autre cérémonie. Une autre cérémonie. Puis c'est quelque chose qui est très surchargé pour les parents. Imagine qui ont 8, 9, 10 enfants. C'est vraiment très surchargé comme moment. En gros, les gens arrivent ici. Ce qui va se passer dans la soirée, c'est que des hommes vont adresser la parole. Puis il va y avoir beaucoup de chants, de cérémonies. Puis il y a un dress code. Tout le monde est obligé de mettre un morceau jaune au moins sur soi.
Qu'est-ce que ça représente, le jaune? Le jaune, ça représente la couleur de l'Esprit Saint. Puis c'était aussi la couleur préférée d'Eugène Richer de la Flèche. Est-ce qu'on célèbre ça dans tous les postes de la mission de l'Esprit Saint? Oui, c'est vraiment un jour que tous les postes vont célébrer. C'est une date immanquable. Bon, donc ça, tu vois, ça, c'est la mission à Saint-Paul, où est-ce qu'on était. Puis c'était une journée de la fête du maître, la fête de Jean Richer de la Flèche. Donc, on va probablement voir, oui, les filles. Donc, il y a toujours 9 petites filles qui ont la chance d'être choisies. Ils vont rentrer, il y a une cérémonie des chants, puis là, ils vont rentrer de dos, ils vont reculer, ils vont jeter des fleurs par terre. Donc, c'est ça. Donc, là, ils rentrent, tu vois. Généralement, les gens chantent mais pleurent en même temps. C'est une journée comme émotionnelle. Donc là, ils continuent de chanter. Puis là, Gilles Francoeur va faire un discours. Et après ça, il va imposer les mains à chaque personne en faisant une prière à chaque personne. Ça dure des heures. Également, une autre chose très symbolique ce jour-là que tous les consacrés de la mission de l'Esprit Saint espèrent, un signe. Ils attendent un signe ce jour-là, un signe très précis. S'il neige entre le 16 avril et le 17 avril, c'est un signe de pardon général pour les membres. C'est-à-dire que Dieu va pardonner tous les péchés commis dans l'année pour tous les membres. S'il neige. Toi, aimais-tu ça, ces soirées-là du 16 avril? J'aimais ça le 17 avril, le jour, parce que quand toutes les cérémonies étaient finies, on avait une période pour faire des jeux de société, puis jouer avec nos amis, ce qui était quand même rare. Fait que c'était le fun. OK. Fait que tu gardes quand même des parcelles de bons souvenirs. Oui, puis les parents étaient plus souples, étaient moins sévères ce jour-là parce que, soi-disant, leur péché était absolu. Ils étaient pardonnés, donc ils étaient vraiment joyeux ce jour-là, nos parents. Ils ne criaient pas dessus. Puis on pouvait lâcher notre fou. C'est le père à mon meilleur ami. Faut pas qu'il me voie. OK. Bonjour. Ça va bien, enchanté? Pour quelle raison vous nous filmez ce soir? On fait juste prendre des images visuelles. Mais c'est nous qui êtes filmés. Vous filmez des gens, pas des animaux dans un zoo. On filme l'arrivée, on filme. L'arrivée des gens, oui. Mais des visages aussi. Non. Ça peut passer aux nouvelles. Non, ça peut faire perdre des emplois, ça, madame. Pourquoi ça ferait perdre des emplois? Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire le lien entre des gens qui connaissent et la mission n'est pas aimée. Si vous voulez m'accorder une entrevue pour me parler de la mission de l'Esprit Saint puis nous aider à comprendre, moi, je suis toujours prête à ça. Si vous voulez démystifier un peu la mission de l'Esprit Saint, vous avez le droit aussi de le faire. J'ai lu, juste la semaine passée, un article qui est passé dans la presse qui disait nous autres, on croit que la Terre est plate. Est-ce que vous enseignez qu'il n'y a pas de planète? Enseigner qu'il n'y a pas de planète, madame, ça, c'est des questions qui vont revenir et qui sont une question de foi, OK? Les planètes, excusez-moi, c'est une question de foi. Les planètes, regardez, si vous voulez commencer une entrevue, je ne le ferai pas à soir. Oui, mais si vous voulez m'accorder... Oui, mais là, vous venez me voir. Si vous voulez m'accorder une entrevue, ça va me faire plaisir de vous écouter, puis on peut faire une entrevue en bonne et due forme, puis vous allez m'expliquer vos croyances, vous allez l'expliquer si les gens la comprennent mal, cette croyance-là. Mais tu sais, là, c'est notre plus grand jour de l'année. C'est notre jour du pardon aujourd'hui. Mais, écoute, filmez-nous pas. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui de ça. Il y a des gens, des jeunes qui souffrent du manque d'éducation, du manque d'encadrement scolaire, des filles qui sont pas allées à l'école, des filles qui se sont mariées à 14 ans. L'école à la maison, c'est le plus bel objectif qu'on peut pas avoir parce que aujourd'hui, on impose des nouvelles affaires à l'école qui sont vraiment contre nos valeurs. Comme quoi? Bien, on veut tout faire. On veut tout faire pour que les gens ne veulent plus une famille, admettons. OK? On veut tout faire. Je comprends pas. Avoir des enfants. Avoir des enfants, se marier jeune, avoir le vaccin, c'est une autre affaire. Et ça, c'est la grosse crotte que j'ai contre l'école publique. Nous autres, on est contre toutes les formes de vaccins, même pour aller voyager. Vous avez combien d'enfants? Les 10. Est-ce que vos 10 enfants ont des diplômes? Il y en a qui ont des DEP, pas tout le monde. Est-ce que les femmes ont des diplômes?
2 de mes filles ont des diplômes, secondaire 5, et mon autre s'est mariée jeune, elle n'a pas fini son école. Elle s'est mariée à quel âge? Elle s'est mariée à 16. Tu trouvais pas ça jeune, se marier? Et si c'est le mariage jeune qui fatigue les gens, ben pourquoi que c'est ça un problème quand on veut que le gars soit sérieux et qu'il dise oui à la fille et qu'il veut en prendre soin? On veut que le monde voie le mariage comme le but pour se préparer à un avenir en couple. OK. On change pas un enseignement de même. Ben, Oh non. il faut que ça... Oui, mais ça fait 100 ans. Hey, viens pas me dire que tu veux qu'on ait des gens qui nous enseignent qui sont des femmes, là. Tu sais, Pourquoi pas? Ben, c'est parce que ça, c'est... Êtes-vous en train de dire que ça serait impossible qu'une femme soit serviteur? Oui. Pourquoi c'est impossible? Ben, c'est parce que ça a toujours été. Ah oui, puis parce que ça a toujours été... Vous, l'égalité des sexes, vous y croyez pas? Bien, la femme a un plus grand travail que nous. La femme porte des enfants. C'est la façon que ça se déroule depuis au-dessus de 100 ans. Oui, justement, la société a évolué quand même un petit peu. Heureusement. Pensez-vous qu'on oblige le monde comme s'il était lié dans une crise de secte? Si les gens veulent d'autres choses, on les laisse aller. Mais donc, qu'est-ce que vous êtes à tous ceux qui prétendent l'inverse? Des personnes qui quittent, qui sont malheureux, ils vont nous blâmer toute leur vie pour essayer d'avoir une épaule. Il y en a tellement de gens qui sont prêts à dire n'importe quoi pour se faire écouter. Je vous dis, si vous êtes intéressé, appelez-moi. Dans les prochaines semaines, ça va vraiment me faire plaisir. On va s'asseoir, on va prendre du temps, on va faire une entrevue en bonne et due forme. Pensez-y, en tout cas. Je vais y passer. As-tu entendu? Oui, j'ai tout entendu. Ouais. Quand même, c'est un homme qui s'exprime super bien. Là, je sentais vraiment le malaise à ce qu'on soit là. Il n'a pas voulu me dire son nom, tu le connais-tu? Oui, je le connais. Ça fait 30 ans qu'il est orateur à ce poste-là. OK. Oui. Quand tu entendais son discours, qu'est-ce que ça résonnait en toi, là? Mais en fait, je te cache pas que quand j'entendais ses arguments, j'étais un peu amusé, là. Ça remonte quand même à 5-6 ans pour moi, puis je me rends compte que la mentalité n'a pas évolué du tout. C'est toujours les mêmes arguments, puis c'est toujours les mêmes pubs anti-vax, c'est toujours la femme au foyer. Tout ça n'a pas changé encore en 2024. Non, c'est ça. Moi, je suis fascinée par ce discours-là, puis il n'est pas gêné de me dire que la femme doit être à la maison. Ça me... Oui, il est parfaitement assumé, puis ça fait 30-40 ans qu'il adresse la parole à ce groupe-là. Ses convictions sont très, très, très endurcies, en profonde, oui. Donc là, il est 7h57, puis ça commence dans 3 minutes. Ça fait 5-6 ans que j'ai pas assisté à ce genre de réunion-là. Je me rends compte, quand on regarde là, les 200 voitures qu'il y a dans le stationnement, qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé. C'est encore figé pareil. Les gens ont encore leur cravate jaune. Et il n'y a pas si longtemps, j'étais là, obligé d'être là, obligé de rendre des comptes. J'étais emprisonné dans cet endroit-là. Sincèrement, je regarde ça, puis je me dis que j'ai pris la meilleure décision de ma vie. C'est ça qui me rend fier aujourd'hui.